9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h avec dans cette partie l'éducation nationale, l'école et le coup de gueule d'un recteur qui refuse de baisser les bras. C'est ce livre L'école n'a pas dit son dernier mot, Christophe Querero. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Livre aux éditions Robert Laffont. Alors pourquoi vous avez démissionné ? Tiens, je vais remettre un petit peu en tête dans la tête en fait des auditeurs les choses. Très vite, vous allez très vite comprendre. Écoutez. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent, qui a commencé comme sa maman à l'école publique. Et puis la frustration de ses parents, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. On habitait rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, et qu'ils sont heureux. Et c'est le cas pour mes 3 petits garçons qui sont là-bas. Voilà, donc l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Oudéa Castéra, vous étiez recteur donc de l'Académie de Paris. Elle explique que elle a mis ses enfants dans le privé parce qu'il y avait de l'absentéisme dans le public. Ça arrive, de l'absentéisme dans le public. Sauf que vous avez été obligé de vérifier. Oui, vous imaginez, quand j'entends ça, je suis bien obligé de vérifier, et l'administration de l'éducation nationale est très bien organisée. Ouais. Et donc, nous avions tous les bordereaux d'absence des professeurs, et il se trouve qu'à l'école Littré, il n'y avait pas eu d'absence cette année-là. Voilà, c'est ça. Et alors là, coup de froid, quoi. Dans vos relations avec la ministre, vous êtes le recteur. Un peu compliqué. Alors, c'est pas seulement pour ça que je suis parti. Vous savez, moi, j'aime bien cette formule que Chevènement appliquait au ministre. Ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Un ministre, c'est un peu vrai aussi pour un haut fonctionnaire. Donc, je n'étais pas d'accord avec la politique, notamment d'égalité des chances. Madame Oudéa Castéra, elle était dans une reproduction d'une certaine élite qui est pas toujours très âgée. Vous allez me dire ça. Et elle m'a freiné dans ma volonté d'ouvrir l'égalité des chances qui n'est d'ailleurs ni de droite ni de gauche, mais qui est républicaine. Oui, complètement. Tiens, alors il y a un sujet ce matin qui fait beaucoup causer depuis hier à propos d'éducation nationale. Je ne sais pas si vous avez un devoir de réserve parce que vous êtes toujours donc au sein de l'éducation nationale, même si vous n'êtes plus le recteur. Mais Maxime Trolloux, racontez-nous. Oui. L'éducation nationale, le ministère a décidé d'annuler une commande mais à la dernière minute, une commande de 800 000 livres d'une version moderne de La Belle et la Bête. C'était carrément même la veille du lancement de l'impression. Une version revisitée, elle devait être effectivement donnée à 800 000 élèves de CM2. Alors quel est le problème ? Eh bien, cette version a été jugée par l'éducation nationale pas adapté à des élèves de 9-10 ans. Par exemple, dans cette version, on y voit le père de la Belle boire du vin. Il y est même dessiné ivre. La Belle et la Bête, je rappelle, écrit au milieu du XVIIIe siècle, dans cette version revisitée, on avait des téléphones portables. Les réseaux sociaux étaient très présents. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas grand-chose, en tout cas c'est trop pour l'éducation nationale qui a répondu aux dessinateurs en expliquant que c'était des thématiques qui conviendraient plutôt à des élèves plus âgés. Je rappelle que là, c'était destiné au CM2. L'éducation nationale explique que ça serait plus pour des élèves du collège ou du lycée, puisqu'effectivement, on parle d'alcool, de réseaux sociaux, ou je cite des réalités sociales complexes. L'ouvrage, là aussi, je cite l'éducation nationale, ne permet pas une lecture en autonomie, à domicile ou en famille et sans l'accompagnement des professeurs. Pas adapté aux élèves de 10 ans, a dit ce matin la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Ce sont des prétextes fallacieux pour l'auteur, Jules, qui pense également que cette version a été annulée car il y présente des jeunes filles, je cite, méditerranéennes à la place des jeunes filles blondes dans la première version. Oui, alors ça c'est une autre suspicion, quoi. Effectivement. Christophe Querero. Une réaction puisque vous m'y invitez. Alors, tout d'abord, je crois que c'est vraiment formidable que l'éducation nationale donne à une classe d'âge 650 000 élèves, mais tirage à 800 000. Donc en fin de CM2, un livre issu du patrimoine littéraire. Ça, je pense que c'est très bien parce que c'est parfois le seul livre qui va rentrer dans certaines familles. Donc ça, c'est un très beau geste qu'on avait lancé avec quelques années. Absolument, c'est avec Jean-Michel Blanquer qu'on avait lancé cela. Et auparavant, Luc Châtel avait fait la même chose. Donc sur le principe, moi, je trouve que c'est vraiment
une très très bonne idée. Oui, parce que évidemment les jeunes ne lisent plus vraiment, en fait, de moins en moins. Jeunes, et puis autour de l'apprentissage de la lecture, il y a le goût de la lecture, il y a la pensée, il y a le fait que les parents peuvent lire des histoires aux enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ensuite, bon, je ne connais pas le contexte, j'ai pas vu de quoi il s'agissait précisément. Moi, j'ai toujours en tête la lettre aux instituteurs de Jules Ferry, vous la connaissez. Oui. Bon. Il faut pas, enfin quelque chose qui peut heurter les familles, il faut y faire attention. Ouais. Bon, et comme le rappelle la ministre, il est certain que on ne dit pas la même chose à des enfants de 10-11 ans qu'à des adolescents de 15 ans ou à des étudiants de plus de 18 ans. Donc il faut en tenir compte, mais je ne peux pas aller tellement au-delà parce que je ne connais pas. Oui. C'est vrai qu'il faut s'adapter, quoi. C'est compliqué quand même aujourd'hui pour l'école. Mais l'école... vous savez, il y a eu la polémique sur l'éducation sexuelle aussi à l'école. Jusqu'où on va, quoi, avec des mœurs qui évoluent, C'est l'apprentissage du complexe. L'école, évidemment, on ne doit pas heurter les familles dans leurs convictions. On doit faire attention aussi aux enfants. Mais la première règle de l'école et la responsabilité du monde adulte en général, c'est de protéger l'enfant. En fait, toutes les règles, elles sont là pour protéger l'enfant et l'aider à construire son propre esprit critique. Pour cela, il faut qu'il sache, bien entendu, bien lire, bien écrire et bien compter. Et il faut alors, pour le protéger, qu'il y ait une forme de neutralité. C'est tout le débat du moment, là, par exemple, vous avez bien connu avec l'abaya, puisque vous étiez encore recteur, avec les décisions de Gabriel Attal, qui avait changé de pied d'ailleurs, parce qu'à l'époque de Blanquer, il n'était pas forcément... bon, voilà. Et ensuite, il y a le débat sur le voile, et le voile à l'école. C'est toujours difficile, d'ailleurs, de résister. C'est un débat, quand même, qui est largement tranché, grâce à la loi de 2004, et je pense qu'on s'y tient. Il peut y avoir ici ou là des dérives. Oui, on a vu, il y avait et puis, il y a un jeu entre, d'une part, l'entrisme islamique, et puis les adolescents qui essayent aussi de voir jusqu'où vont les interdits. Donc l'école se retrouve au cœur de cela. Et évidemment, il faut dire non, il faut dire stop à tout entrisme religieux. Cet entrisme, alors on en parlait ce matin avec Karine Guaran, invité de Jean-Jacques Bourdin, il disait oui, alors il y en a, il faut battre les fondamentalistes, mais bon, est-ce qu'ils sont... Mais Gabriel Attal, vous voyez, il y avait des débats, mais c'est exactement comme la mode 2004, il y a des débats, on ne sait pas, et puis le ministre décide, et puis tout le monde entre dans le rang. Non mais... résister aux pressions, parce que vous avez été enseignant, adjoint, en fait, partout en Île-de-France, donc vous avez été confronté effectivement à ça. Est-ce qu'il vous sentez dans certains quartiers une pression? Oui, je le raconte. Dès les années 90, il y avait déjà, j'étais professeur à Garges-les-Gonesse, il y avait déjà, le lycée jouxtait une mosquée, et il y avait parfois une tentation des élèves de ne pas aller en cours, d'aller à la mosquée, et on luttait. Bon, évidemment, c'était déjà là. Les choses ont amplifié. Il y a eu aussi, on le sait, de l'entrisme islamique partout, avec des effets tout à fait dramatiques dont l'école a payé un lourd tribut, je vous le rappelle, avec la mort de 2 professeurs. L'assassinat de 2 professeurs. Bien sûr. Et vous étiez en fait à l'époque aussi. J'étais recteur. J'avais quitté le cabinet, j'étais recteur. Alors il y avait eu des sanctions assez fortes, et vous le racontez dans votre livre qui a été prise, Attal contre la responsable en fait à Versailles, quoi. Ensuite de ne pas avoir suffisamment signalé, répondu au signalement qui était fait autour de. C'était pas sur ce sujet-là, c'était sur le sujet du harcèlement. Un courrier maladroit. Courrier effectivement maladroit. C'est difficile justement quand on est à la fois recteur comme vous l'avez été, mais aussi quand on dirige des établissements, parce que vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire on vous demande de la fermeté, il y a la pression aussi de l'autre côté des parents sur ces questions délicates, quoi. De façon générale, j'ai un peu une interrogation pour tout le monde. Je crois qu'on demande un peu beaucoup à l'école, un peu trop à l'école. Trop à l'école. Ça, il faut y faire attention. L'école est en première ligne, elle a bien entendu des devoirs, mais elle ne peut pas tout faire seule. Sur les questions d'autorité, notamment, l'autorité c'est indispensable, c'est même la clé de l'éducation.
Hein, il ne s'agit pas du tout d'y renoncer. Mais il faut que chacun s'interroge. Moi, je vois toujours des parents qui sont très très durs vis-à-vis des professeurs, qui devraient être beaucoup plus sévères. Mais eux-mêmes, qu'en est-il le soir quand il s'agit de coucher leur enfant, de couper le portable, de couper les écrans? On sait que c'est difficile. On sait que dire non, c'est essentiel pour les adolescents, mais que c'est un travail collectif, c'est un travail de toute la société. Et donc, il faut que tous les adultes disent la même chose. Et vous trouvez, vous avez été aux responsabilités aux côtés de Blanquer, vous avez été recteur, et vous avez un chapitre qui est faire école, faire société, faire nation, et vous avez l'impression justement qu'on demande aujourd'hui tout à l'école. Oui, non, je crois que c'est pas sans lui donner en fait certains moyens. Quand vous interrogez les professeurs et les cadres, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Chefs d'établissement, adjoints, inspecteurs, qui font un travail absolument extraordinaire, exceptionnel. Ils se vivent comme des soldats au front. Moi, j'étais dans le livre des fantassins de 1916. Avec derrière, ils ont l'idée que l'arrière veut pas regarder ce qui se passe, et on demande juste que ça bouge pas, pas de vague d'une certaine façon, mais c'est tout. Ça, vous l'avez senti, le pas de vague? Pas de vague, j'ai ressenti qu'il y avait une volonté vous-même, toujours en tant que recteur, vous ne vouliez pas qu'il y ait des vagues, non, sans doute. Alors, on a vraiment essayé de changer de culture, et pas seulement l'école, hein, et je pense qu'un certain nombre de mouvements de société font que, désormais, on parle plus facilement. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, on se taisait, des choses qu'on considère aujourd'hui anormales, c'était normal, on pouvait recevoir une gifle, hein, moi je sais pas vous, mais enfin moi j'en ai reçu par des instituteurs. Oui, mais alors, donc, aujourd'hui c'est pas tolérable. Il y a quand même un progrès de ce côté-là, et puis il y a un progrès dans la libération de la parole. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, il ne faut pas que ça dérive vers le laxisme. C'est ça. Bon, allez, on va continuer cette discussion ensemble dans La Vérité en face. Christophe Querrero, je rappelle que vous étiez recteur de l'Académie de Paris. C'est pas n'importe quel poste. Et vous avez démissionné parce qu'il y a eu cette affaire avec Oudéa Castéra. Et puis parce que vous vouliez porter une réforme sur l'égalité des chances. À quoi ça sert l'école? Est-ce que ça sert aussi à quelque chose de former 80% de bacheliers, comme on le voulait, alors qu'on a des secteurs aujourd'hui où on ne trouve personne? On va en parler avec vous puisque vous connaissez parfaitement ces questions. La vérité, et vous voulez poser des questions d'ailleurs à Christophe Querero, allez-y, 0826 300 300, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, l'école n'a pas dit son dernier mot. L'ancien recteur de Paris qui a démissionné à la suite de l'affaire Oudéa Castéra, et puis pour un autre symbole, c'est-à-dire que vous vouliez vous attaquer à l'égalité des chances, réformer des classes préparatoires qui forment des lycéens pour aller vers des grandes écoles, et là vous avez voulu vous attaquer à un symbole, et puis vous avez été contrainte de faire machine arrière et de démissionner. Expliquez-nous. Entendons-nous, je n'ai rien contre les classes préparatoires, c'est un bon modèle de formation. Simplement, c'est un modèle très coûteux, 17 000 euros, c'est beaucoup plus qu'un étudiant en licence. Et donc, pour ce prix-là, prix de la nation, je pense qu'il faut d'abord que ce soit vraiment utile socialement, et puis ensuite, il faut que ça serve tous les types d'élèves. Voilà, pas seulement les classes sociales très favorisées. C'est ce que parce que c'est en plus des études gratuites. Et donc on avait voulu, constatant qu'il y avait quand même un certain nombre de classes préparatoires à Paris qui n'étaient pas pleines du tout. Ou qui étaient caricaturales dans leur recrutement très élitiste. On a voulu en transformer, et alors 2 exemples, transformer une classe préparatoire qu'on a ouverte à Henri IV, donc là aussi un symbole, pour préparer de futurs professeurs des écoles. En 3 ans, avec un lien avec université de prestige, Paris Sciences et Lettres. Et puis un autre exemple à Chaptal pour des baccalauréats, des bacheliers professionnels, pour en faire des ingénieurs de production, là aussi avec une université de renom. Bon, c'était, vous voyez, modeste, symbolique, mais je crois que c'est aussi par une avancée sur les symboles qu'on peut faire progresser les mentalités. Mais vous êtes contre l'élitisme, là ? Parce qu'on dit souvent qu'on ne forme plus bien nos jeunes. Alors, non, il faut des élites. Mais le problème français, à mon sens, c'est qu'elles ne sont pas assez diversifiées, pas assez représentatives du peuple français. Une élite représentative, on doit retrouver toutes les couches sociales et de
tous les horizons français, de toute la géographie de notre pays, au sein du pouvoir. Vous constaterez comme moi que ce n'est pas le cas. Et alors, si ces élites étaient suffisamment agiles pour être très performantes, mais je ne crois pas non plus que ce soit le cas. Moi, je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué pendant le Covid. Nous sommes le pays de Pasteur. Nous avons, je crois qu'on n'a pas le droit de les citer à l'antenne, mais un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques de premier rang. On peut les citer, il n'y a pas de problème, c'est pas de la publicité. Et moi, je me suis beaucoup demandé pourquoi on n'avait pas été capable de trouver un vaccin. Bien sûr. Alors les Américains, évidemment, c'est une puissance considérable, mais les Anglais, avec les Suédois, ont trouvé un vaccin. Et pourtant, on dit qu'on est bon en sciences quand même. J'ai une hypothèse, c'est que le mode extraordinairement concurrentiel et compétitif qu'on met à l'école et particulièrement au lycée, le fait de hiérarchiser les savoirs comme on le fait, entraîne une sorte de concurrence entre les individus au moment où, face aux grands défis de la société, on a besoin de plus de collaboration, de coopération pour les relever. Moi, je pense que c'est une possibilité. Et encore une fois, si le modèle était extraordinairement performant, mais nous avons aussi bien, nous avons chaque année plus d'élèves en difficulté, mais de moins en moins de très bons élèves aussi. On n'en a plus que 3%, la moyenne en Union Européenne c'est 9%, et à Singapour, que tout le monde cite aujourd'hui, c'est presque 50%. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être une question d'orientation aussi. Est-ce que l'école sait se remettre en cause pour mieux orienter les élèves? Je le disais tout à l'heure en forme de provocation, on a voulu 80% de bacheliers. À quoi ça sert si c'est pour les mener en fait dans des universités où ils n'apprendront pas grand-chose, ils ne sauront pas quoi faire derrière? Encore une fois, je crois qu'en France, on est trop dans une sorte d'aristocratie des savoirs. Et moi, j'aime bien ce que font les pays du Nord. Très jeunes, les enfants sont confrontés, ils apprennent à faire la cuisine. En Suède, les petits font la cuisine même dehors. Il y a les travaux du bois, les travaux manuels. Ça fait beaucoup pour se dire qu'il y a d'autres possibilités que d'aller... Et même au Japon, vous voyez, les ingénieurs, ils sont formés avec les techniciens, avec les ouvriers, ensemble. Comme ça crée des logiques de coopération, les logiques de tutorat aussi, l'élève qui est meilleur, il explique aux autres. C'est des logiques que nous n'avons pas encore et qui, à mon avis, gagneraient dans le système français. Ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est que l'école, l'éducation nationale, le ministère, c'est quand même un sacré paquebot et que c'est pas un voilier. On peut pas changer de cap du jour au lendemain et que les ministres, là, ils défilent, ils passent et ils veulent changer le cap du jour au lendemain et l'éducation nationale ne peut pas suivre, quoi. C'est un lieu commun que de le dire, mais l'éducation, c'est par nature du temps long. Or, le monde politique, le monde médiatique, il veut du résultat immédiatement. Et ce n'est pas spectaculaire de dire on va apprendre à lire, à écrire et à compter aux enfants et à essayer de faire en sorte qu'on ne s'entretue pas dans notre société. Donc les ministres, avec la meilleure volonté du monde, quand ils arrivent, on leur explique, on leur pose un diagnostic, ils veulent agir, ça fait des mesures, et puis il y a un autre ministre qui arrive, on a d'autres mesures, et ça décourage tout le monde. Moi, je crois que aujourd'hui, il est temps de travailler pour un consensus autour de l'école. Je pense que c'est ça qui est important. Le consensus, pourquoi ? Pour renouer avec un lien indissociable entre l'école et la nation, parce que le meilleur investissement d'un pays, c'est quand même, tous les économistes vous le diront, dans l'école. Il faut investir le plus possible, le plus tôt possible. Ça évite ensuite de dépenser en vain plus tard. Et ça évite aussi des problèmes de société que nous rencontrons. Et est-ce que l'on peut faire rêver sur le métier de prof, en fait, aujourd'hui ? Parce que c'est l'un des problèmes, vous le dites très bien dans votre livre aussi, le salaire moyen des enseignants. Dans les années 80, il était d'un peu plus de 2 fois le SMIC. 2 fois 2, à peu près, etc. Aujourd'hui, c'est 1 fois 10, le dernier chiffre en 2024 du SMIC, ce que vous expliquez. Donc c'est vrai que des jeunes enseignants, en fait, aujourd'hui, alors déjà ils sont envoyés un peu n'importe où, ils n'arrivent pas à se loger, c'est trop difficile, ça fait plus rêver, quoi, non ? Et il faut aussi sortir du discours anxiogène sur l'école, pour que c'est un cercle vicieux. Si vous bien sûr, en disant à l'école, on ne peut plus faire respecter l'autorité. Ça reste un métier magnifique. Il y a des aspects matériels qui sont absolument incontournables, c'est-à-dire qu'il faut les payer plus, comme la plupart de nos voisins. C'est un effort budgétaire, mais on peut aussi trouver des marges sans doute d'économie.
Et puis, d'une certaine façon, il faut redonner un sens à tout cela. Il faut attirer les professeurs, mais quand même, un professeur qui voit le sourire d'un enfant qui sait lire, c'est quand même une récompense tout à fait remarquable. Moi, j'ai vu, vous savez qu'on recrute des contractuels et parfois des deuxièmes carrières. Oui. J'ai vu des gens qui venaient du privé, qui étaient ingénieurs, qui étaient avocats, et qui s'épanouissaient dans le métier. Parce qu'ils retrouvaient du sens. Ouais, ils retrouvaient un sens. Et c'est vrai que c'est un métier où le sens est immédiat. Ouais. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, alors là, peut-être expérimenter des choses, c'est-à-dire que certains seraient tentés de repartir vers l'école, etc. Mais ils disent, mais financièrement, c'est trop difficile. Je vais démarrer au bas de l'échelle, je vais pas gagner, je vais pas réussir à en sortir. Alors on vit pas de la même manière si on est à Castres, c'est ça, il y a un problème francilien. Non, mais c'est francilien, ou même dans les grandes villes, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, etc. La vie est très chère. Et d'autres administrations font des efforts pour leurs fonctionnaires en termes d'habitat. Je pense aux hôpitaux de Paris, je pense au ministère de l'Intérieur. Donc on doit pouvoir aussi. L'augmentation des heures, par exemple, pour notre école. L'augmentation, faire plus d'heures pour être mieux payé. Bien entendu, on l'a proposé. Ensuite, ça veut dire aussi aller peut-être chercher d'autres viviers de professeurs, c'est-à-dire des gens pour qui c'est une véritable promotion sociale, comme Jules Ferry l'a fait en allant chercher les enfants de paysans en son temps. Oui, voilà, c'est ça. Merci Christophe Carrero, c'est très intéressant en tout cas ces réflexsions autour de l'école qui n'a pas dit son dernier mot, et c'est quand même, on l'a dit, on l'a répété, c'est la base un peu de tout, hein, bien sûr, l'école, parce que si ça démarre mal, par la suite c'est difficile, quoi. Et puis l'orientation, je pense que c'est fondamental, il faut aussi pencher, d'autant que nous sommes dans une période de grande incertitude sur les métiers de demain, bien sûr avec l'intelligence artificielle, avec beaucoup de sujets qui arrivent. Merci d'avoir été notre invité ce matin pour votre livre, Christophe Carrero. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, il y aura les débats, la partie média dans un instant avec une star des années 2000, ça va parler à certains, c'est Billy Crawford qui est bientôt à l'Olympia, et elles reviendront aussi forcément sur ce qui fait la une des gossips, hein, je veux le dire quand même. Cyril Hanouna avec Tiffaine Ozière, bah oui, Iris Mittenard aussi, la Miss Monde, avec le meilleur joueur du monde de rugby, Antoine Dupont. Ah bah tiens, à mon avis, ce sera dans le zapping média dans un instant.